L'hydrogène vert, on en entend parler partout. On nous le présente comme la solution, la clé pour un avenir sans carbone. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'on est en train de se préparer à une immense désillusion? C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Figurez-vous que cette idée d'un monde qui carbure à l'eau, elle n'est pas d'hier. Il y a 150 ans, Jules Verne l'imaginait déjà. Un rêve d'énergie propre et infinie, un rêve qui, aujourd'hui, résonne plus fort que jamais. Alors, où en est-on? Solution miracle ou illusion qui coûte cher? Pour y voir clair, on va plonger dans les promesses de cet hydrogène vert, mais on va surtout se confronter aux obstacles bien réels qui se dressent sur son chemin. Bon, commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que tout le monde s'emballe pour l'hydrogène? Qu'est-ce qui le rend si spécial pour la transition énergétique? Toute la magie du mot vert est là, dans sa fabrication. Contrairement à son cousin, l'hydrogène gris, qui est fait à partir de gaz fossiles et pollue énormément, l'hydrogène vert est produit sans émettre le moindre gramme de CO2. Sur le papier, c'est donc le carburant propre parfait. Le principe est d'une simplicité presque poétique. On prend de l'électricité propre, issue du soleil ou du vent, on l'utilise pour casser des molécules d'eau en deux, d'un côté l'hydrogène, de l'autre l'oxygène. Cet hydrogène, on peut ensuite le stocker, le transporter et le brûler pour produire de l'énergie. Et le plus fou, c'est que quand il brûle, il ne rejette que de l'eau. La boucle est bouclée. Et là, on commence à voir le potentiel immense. On parle de décarboner des secteurs entiers où l'électricité seule ne suffit pas. Les camions, les bateaux, les avions, mais aussi des industries très lourdes comme la fabrication de l'acier ou des engrais. C'est une vraie porte de sortie. Mais voilà, c'est ici que le rêve se heurte au mur de la réalité. Et le premier obstacle, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une loi de la physique. Et ça, c'est le point fondamental à comprendre. L'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie comme le pétrole qu'on pompe dans le sol, c'est un vecteur énergétique. Pour l'obtenir, il faut dépenser de l'énergie. C'est un peu comme une batterie. Avant de pouvoir l'utiliser, il faut d'abord la charger. Et ce processus de charge n'est jamais gratuit. Et les pertes sont colossales. Regardez bien ce schéma. Pour récupérer à peine plus de 13 kWh d'électricité à la fin, il a fallu en injecter presque 60 au début. Le rendement total est ridicule, moins de 23%. Autrement dit, plus des 3/4 de l'énergie de départ partent en fumée à chaque étape. Production, stockage, reconversion, c'est le prix à payer, un lourd tribut à la thermodynamique. Et bien sûr, cette énorme perte d'énergie, elle se traduit directement par un deuxième obstacle tout aussi massif, le coût économique cette fois. Les chiffres sont sans appel. Aujourd'hui, produire de l'hydrogène vert coûte entre 2 et 4 fois plus cher que de produire de l'hydrogène gris avec du gaz naturel. L'écart est tout simplement énorme. Et pour se rendre compte de l'échelle, pour produire seulement 1 million de tonnes d'hydrogène vert, il faut 55 TWh d'électricité. 55 TWh, pour vous donner une idée, c'est la production annuelle de 5 gros réacteurs nucléaires. Tout ça pour une fraction seulement de nos besoins. C'est vertigineux. Et tout ça nous amène à un problème bien connu, celui de l'œuf et de la poule. Pourquoi construire des stations-service à hydrogène hors de prix s'il n'y a pas de voiture pour s'y ravitailler? Et qui va acheter une voiture à hydrogène s'il n'y a aucune station pour faire le plein? C'est une véritable impasse. Alors, face à ces coûts, physiques et économiques, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne l'idée? Pas tout à fait. La réflexion a évolué. Cette métaphore est parfaite. L'hydrogène, c'est le champagne de la transition énergétique. On ne le boit pas tous les jours au petit déjeuner. On le réserve pour les grandes occasions, pour les moments où rien d'autre ne peut faire l'affaire. Concrètement, ça veut dire qu'il faut établir des priorités très claires. On garde l'hydrogène pour les usages où il est irremplaçable, pour faire de l'acier sans charbon, pour produire des engrais ou pour faire voler des avions. En revanche, pour chauffer sa maison ou pour la voiture de tous les jours, il existe des solutions bien plus efficaces, comme les pompes à chaleur ou les batteries électriques. Pas la peine de sortir le champagne quand un bon verre d'eau suffit. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça pour l'avenir de notre transition énergétique? La voie à suivre, ce n'est certainement pas de vouloir tout faire fonctionner à l'hydrogène. Ce serait une erreur catastrophique. Le vrai chemin, c'est de se concentrer sur les défis essentiels. D'abord, produire des quantités astronomiques d'électricité renouvelable, ensuite faire baisser les coûts et bâtir les infrastructures là où c'est pertinent pour créer une économie de l'hydrogène ciblée et stratégique. En conclusion, l'hydrogène vert n'a rien du remède miracle. C'est plutôt un scalpel de chirurgien. Un outil de très haute précision, incroyablement utile pour certaines opérations complexes, mais totalement inadapté pour soigner un rhume. Son succès ne dépendra pas de notre capacité à en produire des tonnes, mais de notre sagesse et de notre discipline à ne l'utiliser que là où c'est absolument indispensable. La question n'est plus faut-il y aller, mais bien comment l'utiliser avec intelligence.